Aujourd'hui, les Mythbusters réexaminent des mythes. On dirait du saucisson, mais c'est du carburant pour roquette. L'équipe répond aux critiques de téléspectateurs mécontents. Pour commencer, le mythe de la flèche fendue est dans leur ligne de mire. En plein dans le mille. Ensuite, ils plongent plus profondément dans celui des balles tirées dans l'eau. Et pour finir, la roquette des Confédérés datant de la guerre de Sécession subit un relooking un peu spécial. J'hallucine. Je mets le feu à des saucissons. Je fais une roquette avec de la viande. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai des fourmis partout sur la tête. et Jamie Heineman. Rien qu'à la regarder, je suis tout excité. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était énorme. À leur côté, Grant Imahara, Allez, fonce, petit. Tori Belleci et Carrie Byron. C'est dément! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Lors de ce voyage dans le passé, le mythe de la flèche fendue est un bon point de départ. C'est incroyable, cet épisode a soulevé une véritable controverse. C'est ridicule, plein de gens nous disent qu'on s'est planté. Je sais, presque tout leur a posé un problème. Les arcs qu'on a utilisés, les fûts de flèches qui servaient de cible, les pointes de flèches, c'est dingue. Est-ce que quelque chose leur a convenu? Les costumes. Là, c'est moi qui ne les aimais pas. La seule chose que les fans aient appréciée, c'est lorsque l'équipe a testé ce mythe en costume d'époque. Dans les aventures de Robin des Bois, cela semble tellement facile pour Errol Flynn. La flèche se fend de bout en bout. L'instant suivant, la foule est en délire. Prêt? Oui. Quand les Mythbusters ont voulu imiter ce bon vieil Errol, leur meilleure tentative n'a pas été très convaincante. Joli regroupement. Ils ont donc procédé à un tir à bout portant qui n'a toujours pas atteint la cible. Selon certains téléspectateurs, l'équipe n'a pas utilisé le bon arc, les bonnes pointes, ni les bons fûts. Pour cette seconde chance, nos tireurs d'élite vont fabriquer de véritables flèches médiévales, en commençant par les fûts. D'après le fan club du frère Tuck, pour faire une flèche capable de se fendre, il faut un morceau de bois dont les fibres sont parfaitement parallèles. Vous voyez, il se fend sur toute la longueur. En se servant de ce bois, on aura plus de chances de réussir. Maintenant, ils vont pouvoir réfléchir aux moyens de décocher ces flèches. Chez les Mythbusters, on aime bien réinventer la roue. Apparemment, on a découpé notre robot décocheur de flèches pour faire de la place dans l'atelier. Donc on doit en construire un autre. Comme ce mythe avait été démonté, ils avaient mis en pièces leur robot. Il faut en fabriquer un nouveau, mais le décocheur numéro 2 sera légèrement différent pour qu'il puisse lancer des flèches plus conformes à celles de Robin des Bois. On est passé d'un arc à poulie à un arc droit plus traditionnel. On essaye de rassembler les conditions les plus réelles possibles pour réussir à fendre une flèche. Ensuite, Tori s'attaque à la pointe de flèche. Je vais forger mes propres pointes. Comme les pointes traditionnelles sont plus lourdes que les pointes actuelles, elles arriveront peut-être mieux à fendre la flèche. Comme une hache qui fend une bûche. Comme d'habitude, Tori prend quelques raccourcis. Désolé de vous décevoir, je n'utilise pas une forge, mais un chalumeau à acétylène. Il prépare une pointe perforante, appelée bodkin. C'était la pointe de flèche la plus courante à l'époque de Robin des Bois. Je sais, ils n'avaient pas de meule électrique à l'époque, mais s'ils en avaient eu, ils s'en seraient servis. On dirait que Tori a un compte à régler avec ses téléspectateurs mécontents. Et voilà une pointe. Il ne nous reste plus qu'à fendre une flèche. Mais avant cela, la touche finale, le renforcement de l'encoche. Voici une corne de bouc. L'idée, c'est de pratiquer une petite fente dans la flèche, d'y glisser un éclat de corne
et d'entourer une ficelle autour pour la renforcer. L'encoche renforcée est le dernier détail qui rend ces flèches dignes de Robin des Bois. Le comble, c'est que cela risque d'entraver leur tentative de fendre la flèche. Une flèche en bois de cèdre, dont les fibres seraient parfaitement parallèles, pourrait se fendre si elle est atteinte dans le mille. Mais une flèche traditionnelle renforcée avec de la corne pourrait ne pas se fendre, car elle serait assez solide pour repousser l'autre flèche. Les téléspectateurs voulaient de l'authenticité historique. C'est ce qu'ils auront avec le renforcement en corne. Toujours dans un souci de véracité, Torii veut que ces flèches servent de cible, mais aussi qu'elles soient utilisées comme fendeuses. Cela ne sera possible que si elles volent droit. On vient de finir nos flèches à l'ancienne. À mon avis, quand on va les décocher, elles vont se briser au moment de l'impact. Le bois n'est pas très solide. Il est temps de faire un essai. Décochement dans 3, 2, 1... Pas vraiment dans le mille. Le décochement a l'air assez puissant. Oui, mais elles ne volent pas trop droit. Pas vraiment. Comment a-t-elle fait pour suivre cette trajectoire? On dirait presque qu'elle a frôlé quelque chose en partant. L'empennage a peut-être touché. C'est possible. La flèche traditionnelle est loin d'être précise. Mais comme ils veulent se servir de ces flèches à la fois pour être fendues et fendre, ils passent directement au test à bout portant. C'est Torii qui s'occupe du système de décochement très sophistiqué. Prêt? La caméra grande vitesse? Prête. On y va. 3, 2, 1... C'était génial. En plein dans le mille. Mais la flèche ne s'est pas fendue. Le robot a décoché la flèche si fort qu'elle s'est brisée en deux. Pour le deuxième test, l'équipe se sert d'une flèche moderne plus résistante, mais garde la flèche traditionnelle comme cible. On y va. La flèche est plus solide, mais le résultat est le même. Zut! La flèche moderne est détruite, mais la cible reste pratiquement intacte. Pour réussir cet exploit si difficile, il va falloir songer à un plan B. Le deuxième mythe à être réexaminé est celui de la roquette des Confédérés. La première fois, les Mythbusters s'étaient vraiment lâchés. Adam et Jamie ont construit, pointé et lancé des missiles fabriqués selon les technologies employées pendant la guerre de sécession. Mais malgré tous leurs efforts, même leur roquette rétro et hybride n'a pas réussi à parcourir les 200 km du mythe. Pourquoi réexaminer la roquette des Confédérés? Je croyais que vos 3 dernières roquettes avaient très bien marché et que le mythe était bidon. Lors de nos premières tentatives, on a découvert une info qu'on se devait de vérifier. Apparemment, les roquettes hybrides sont si simples et si efficaces qu'elles peuvent fonctionner avec n'importe quoi, même du saucisson. Vous allez utiliser du saucisson comme carburant? Oui. C'est clair. En ce qui concerne le carburant pour roquettes, les Mythbusters aiment sortir des sentiers battus. Je crois qu'on n'a jamais fait quelque chose d'aussi bizarre. C'est vrai, je m'apprête à mettre un saucisson dans le tour. Aussi étrange que cela puisse paraître, les roquettes hybrides sont si efficaces que n'importe quel hydrocarbure, même du saucisson, peut servir de carburant. On dirait du saucisson. Ça sent comme du saucisson. Ça a le goût du saucisson, mais c'est du carburant pour roquette. Même si le carburant est un peu inhabituel, le reste de la roquette sera conforme au plan d'origine de celle des Confédérés. La première roquette des Mythbusters avait 2 compartiments. Celui du bas contenait de la cire de paraffine qui, au moment de la mise à feu, se consumait doucement jusqu'à ce que l'oxyde d'azote liquide soit ajouté dans le compartiment supérieur, ce qui avait des conséquences explosives. Cette fois-ci, ils vont garder l'oxyde d'azote, qui favorise la combustion, et remplacer la cire par de la charcuterie. Mais ce n'est pas l'unique changement, car ils n'ont plus la contrainte de se conformer aux technologies archaïques.
Voilà, c'est parfait. Ils peuvent perfectionner leur roquette au saucisson en commençant par le système de lancement. Il y a 3 boutons. Un pour arrêter le remplissage, un autre pour retirer rapidement le tuyau, et un dernier pour lancer la roquette. Adam et Jamie veulent ensuite améliorer la façon dont ils remplissent le compartiment d'oxyde d'azote. La dernière fois, ils avaient eu du mal à savoir s'il se remplissait bien. Et débrancher le tuyau s'était révélé plutôt risqué. Ça va? Oui, je savais que ça allait faire ça. Cette fois-ci, ils vont faire le vide dans le compartiment pour que l'oxyde d'azote y soit aspiré. Mais le saucisson offrira-t-il assez de poussée? L'ingénieur Roger McCarthy entre en scène. Comment allez-vous? Bien. Avez-vous déjà entendu parler d'une roquette hybride propulsée par du saucisson? Pour être franc, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Mais le saucisson contient pas mal de nitrates, qui jouent un rôle primordial dans la plupart, voire toutes les explosions. La question est, parviendrez-vous à intégrer le nitrate dans la réaction chimique? Si vous y arrivez, il ne faudra pas grand-chose pour rendre l'expérience bien plus intéressante. C'est incroyable. D'après vous, on risque d'obtenir trop d'énergie de ce nouveau carburant. Si le nitrate participe à la réaction chimique, et c'est ce que j'ignore, la puissance énergétique sera supérieure à celle produite avec de la paraffine. Selon Roger, le saucisson pourrait encore nous envoyer sur la Lune. Encouragés par tous ces progrès, Adam et Jamie se dépêchent d'apporter la touche finale à leur lanceur. Et voilà la tuyère. C'est parfait. Une fois la tuyère en place, ils assemblent les 2 parties du moteur. C'est si léger. Il ne manque plus qu'un joli fuselage et le tour est joué. Voici une roquette hybride avec de l'oxyde d'azote comme oxydant et du saucisson pour carburant. Attention. Vas-y. Décollage. C'est génial. Ça te va? J'adore. Elle est peut-être adorable, mais va-t-elle fonctionner? Avant de se rendre au centre de contrôle dans le désert, Adam et Jamie commencent par tester leur roquette à la viande en l'immobilisant au sol. Elle existe au pepperoni, au saucisson, à la mortadelle. Il n'y a pas de végétarienne? Non, pas de roquette végétarienne, désolé. L'artificier Jack Borocco les a rejoints puisqu'il est autorisé à transporter de la poudre noire. Jack, est-ce que tu peux nous aider à fabriquer les moteurs pour les roquettes au saucisson? Bien sûr. J'espère seulement que je n'aurai pas un petit creux. Pour que les saucissons se consument en explosant lorsque l'oxyde d'azote sera ajouté, ils doivent d'abord prendre feu. Une petite couche de poudre à canon devrait faire l'affaire. Voyons ce que ça donne. D'accord. C'est parti. Prêt? 8 saucissons plus tard, il est temps de les mettre en place. J'installe le premier moteur. Jamie et Jack les emballent dans du papier pour qu'ils tiennent bien dans la roquette. Et 2, 3. Cela devrait permettre aux 8 saucissons de brûler uniformément. Et le dernier? Une fois le plein de carburant terminé, la roquette est arrimée. La mise à feu se déclenchera, mais la roquette ne pourra pas décoller. Le grand moment est enfin arrivé. C'est un de ces tests où on doit penser à tellement de procédures de sécurité et de systèmes que de temps en temps, je dois me dire « J'hallucine! Je mets le feu à des saucissons, je fais une roquette avec de la viande !» Mais va-t-elle passer ce mythe au hachoir? On veut prouver le concept de la roquette au saucisson grâce à ce test statique. Je la remplis d'oxyde d'azote. C'est parti. 3, 2, 1, lancement, arrêt du remplissage. Qu'est-ce qui s'est passé? La roquette est partie. C'est pas vrai. Non, Adam, pas dans les airs, mais à volo. Elle a explosé? Oui, elle n'a plus de moteur. Non. Il n'y a pas eu de grondement. Mais quelle explosion! Cela ressemble à un massacre dans une boucherie. Une autopsie s'impose.
Voilà ce que j'ai vu. Quand Adam a appuyé sur le bouton, il y a eu des flammes provenant de la base de la roquette. Donc la mise à feu, grâce à la poudre noire, a fonctionné. Puis, il y a eu une pause quand l'oxyde d'azote a été introduit. Et ensuite, elle a simplement explosé. C'est incroyable, mais le carburant en saucisson était trop puissant. En se consumant, cela a créé trop de gaz. La pression s'est accumulée jusqu'à ce que ça fasse boum. S'ils veulent réussir à propulser leur roquette, ils vont devoir encore plancher. Allons chercher des balais pour nettoyer ce carnage. Il y a de la viande partout, c'est dégoûtant. Du côté du mythe de la flèche fendue, l'impression de déjà-vu fait perdre la tête à Tori, Carrie et Grant, qui veulent à nouveau prouver que ce mythe est bidon. Une flèche la plus à même de se fendre et un arc traditionnel n'y changent rien. Leur tir à bout portant échoue lamentablement, et Grant sait pourquoi. À bout portant, on exerce une pression énorme sur la flèche et c'est pour ça qu'elle se casse ou qu'elle se plie dans le cas de celle en aluminium. Je crois qu'on doit reprendre nos tirs à distance pour laisser la flèche voler. Comme ça, on ne poussera pas dessus en essayant de la faire rentrer dans la flèche cible. Leur test à bout portant oublié, le stand de tir à l'arc est l'endroit idéal pour mettre ce mythe à l'épreuve une fois pour toutes. Comme lors de leur dernier test, ils utilisent les flèches traditionnelles comme cible, mais décochent des flèches modernes. Le plus important, c'est de prendre une flèche traditionnelle comme cible. Ce n'est pas crucial que la flèche qui sert à fendre soit fabriquée avec des matériaux traditionnels. Il faut avant tout que la flèche cible le soit. Lancement dans 3, 2, 1... Pas mal, mais ce n'est pas encore assez près. Pour fendre la flèche, il faut bien entendu la toucher. L'équipe redouble d'efforts. 3, 2, 1... Je crois qu'on l'a touchée parce qu'elle a été déviée. C'est vrai, cette fois-ci, la flèche a atteint la cible, mais ne l'a pas fendue. C'est la même histoire pour les 5 tirs suivants. Ce qui leur est un peu trop familier. Lors de la première mise à l'épreuve de ce mythe, ils ont filmé une chose surprenante. En réalité, une flèche ne vole pas droit comme une flèche. Elle se tord et oscille en se déplaçant. Donc, réussir à fendre la flèche cible est quasiment impossible. Mais après avoir reçu tous ces emails de téléspectateurs mécontents, aucun risque qu'ils laissent tomber ce mythe pour l'instant. J'ai le sentiment que ça s'est déjà produit avant. Ça te rappelle autre chose? Comme si on avait déjà fait ça? J'ai l'impression d'avoir déjà fait. Allez, venez. Ils ne s'avouent pas vaincus si facilement. Ce ne serait pas un épisode spécial sans un mythe sur une arme à feu. Le mythe des balles tirées dans l'eau où on s'est planté? Je croyais qu'on avait bien réussi. C'est le cas, mais en plus de tous nos tests, les téléspectateurs auraient aimé nous voir faire feu sous l'eau. Ça pourrait contourner le problème de décélération de la balle quand elle pénétrait dans l'eau. Et puis, c'est une occasion de sortir nos armes du placard. La dernière fois, les Mythbusters avaient testé tout leur arsenal pour voir si l'eau pouvait réellement arrêter des balles. Test avec un fusil Garand M1, calibre 30 à 60 cm. Les conclusions étaient étonnantes. Plus l'arme était puissante, Celle-ci vous tue, et celle-ci tue aussi tout le monde autour de vous. moins la balle était efficace dans l'eau. Pour une fois, les téléspectateurs ont été satisfaits par ce résultat. Mais ils veulent maintenant savoir si les armes à feu peuvent effectivement fonctionner sous l'eau. Pour le découvrir, Tori, Carrie et Grant vont construire un réservoir d'eau et y immerger leurs armes pour déterminer à quelle distance les balles pénètrent dans un bloc de matériaux balistiques. Le réservoir fera 9 mètres de long et contiendra 3 tonnes d'eau, ce qui inquiète Tori. Ma plus grande crainte, c'est qu'on remplisse le réservoir et qu'il explose. Mais ce serait cool aussi. C'est soit ce que je crains, soit ce que j'espère. C'est l'un des deux. Pendant que Tori décide s'il veut que son réservoir tienne le coup ou pas, Carrie apporte la touche finale à la cible.
On utilise un matériau balistique qui ressemble à de la cire. Comme ça, il ne s'abîmera pas au contact de l'eau alors que le gel balistique aurait tendance à fondre. Ils placeront ce bloc dans le réservoir pour tirer dessus avec leur arsenal au grand complet. Un King Cobra, un Sig Sauer P239 9 mm, un Garand M1 et mon préféré, un fusil de chasse de calibre 12. Il existe évidemment des armes pour les forces spéciales, comme le Glock 17 ou le SPP-1, capables de faire feu sous l'eau. Mais ce mythe concerne les armes courantes comme celle-ci. Seront-elles efficaces une fois immergées dans le tout nouveau réservoir d'eau que Tori vient de renforcer? Stop, ça suffit. Et vous n'aviez pas confiance en moi. Avant de commencer à tirer, une rapide calibration balistique est nécessaire. On va tirer dans le bloc avec une carabine à air comprimé. La profondeur de l'impact va nous permettre de contrôler l'efficacité des autres balles. Une balle carabine à air comprimé peut perforer la peau. Donc ensuite, si un éclat de balle ou une cartouche va aussi loin que la balle de carabine, on saura qu'une personne aurait été touchée. Si les balles s'enfoncent plus loin, la blessure sera mortelle. Alors, le verdict? Ça n'a pas été plus profond? Bon, ça fait environ 6,4 mm. Si c'est plus profond que ça, c'est potentiellement mortel. D'accord, ça me va. Ils peuvent maintenant installer le bloc dans le réservoir. Ça rentre parfaitement. Joli travail. Pour les rassurer, le responsable du stand, Stephen Liu, va superviser les tirs. Il commence par le 9 mm. Ça y est, le grand moment est arrivé. On va tirer une balle sous l'eau. Il faut que j'ouvre la chambre de l'arme pour m'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le canon. L'air pourrait faire exploser l'arme si la balle passe de l'air à l'eau, à l'intérieur du canon. Le 9 mm est chargé et prêt à faire feu. Pour chaque arme, ils veulent découvrir deux choses. À quelle distance un tir est-il mortel? Mais avant tout, est-ce que l'arme fera feu sous l'eau? 9 mm, premier tir. 3, 2, 1. C'était super. La balle a peut-être même été jusqu'au bout. C'était génial. Toute l'eau a fait un bond. Ouais. Je crois qu'elle est allée loin. Là, voilà. Ça doit faire 5,50 m. 5,50 m. Et la balle est intacte. Il y a une chose qu'on oublie. On vient de prouver qu'on peut faire feu sous l'eau. C'est vrai. Donc voilà, c'est confirmé. C'est possible de tirer sous l'eau. Le premier test est concluant. Un 9 mm fonctionne sous l'eau, mais Grant découvre qu'il ne se recharge pas. Regarde. En repositionnant le support, j'ai vu que la douille était coincée dans la glissière. Elle n'a pas été éjectée. Non, elle a besoin de pression. Oui, et comme l'arme était sous l'eau... Donc, si on tire sous l'eau, on n'a qu'une balle pour tuer le méchant. oui, on n'a pas intérêt à le manquer. On ne peut tirer qu'une fois, mais à quelle distance ce tir est-il mortel? Il y a 3 mètres entre le canon et le bloc. On remet ça avec une balle chemisée. 3, 2, 1. Ce nouveau coup de feu a-t-il été mortel? Ça ne va pas aussi loin qu'une carabine à air comprimé? Non, C'est pas mortel? pas à 3 mètres. Essayons à 60 cm pour voir ce que ça donne. 9 mm à 60 cm. Génial. Cette fois-ci, il y a un léger problème. La balle est introuvable et il n'y a pas de trou apparent dans le matériau balistique. C'est une balle magique, capable de disparaître. Elle n'est plus là. Elle ne se cache pas non plus au fond du réservoir. Je ne la vois pas là-dedans. C'est un vrai mystère. On n'a pas pu récupérer la balle à 60 cm. Donc à la fin des tests, on devra disséquer le bloc pour voir si on la retrouve. Pour l'instant, on va passer au 357 Magnum. Pas le temps de s'arrêter pour chercher. La lumière du jour déclinant vite, l'équipe doit s'activer pour tester les autres armes. C'est bon. 357 Magnum, balle chemisée, 3, 2, 1. Ça a fait plus de bruit? Je ne vois pas de gros trous. Plus de bruit, mais même problème. La balle reste introuvable.
Pas de balle. Le 357 Magnum fonctionne sous l'eau, mais la preuve de son efficacité va requérir une dissection plus poussée. La roquette propulsée par des saucissons a marché? Non, elle a explosé sur la rampe de lancement. Ce n'est pas vraiment un échec. Mais c'est vrai que le but est de construire une roquette. Alors quelle est la suite du programme? On sait maintenant que les saucissons dégagent assez d'énergie pour provoquer une explosion. Donc il devrait y en avoir assez pour propulser une roquette. On peut espérer. Il faut juste qu'on l'améliore un peu. J'ai pensé qu'on pouvait en fabriquer une plus petite, avec des réservoirs pour fusils de paintball. Ça devrait être rapide à faire. La roquette est maintenant composée de 2 petits réservoirs joints par une valve. Celui du haut contiendra de l'oxyde d'azote à l'état liquide et celui du bas, un seul saucisson. Adam et Jamie s'activent pour rattraper leur retard. Heureusement, ce nouveau modèle a un avantage. Il est très facile à assembler. La tuyère, Le saucisson est installé et la roquette est prête. Cette fois-ci, ils fabriquent des roquettes de secours avec une tuyère différente pour chacune d'entre elles, afin d'obtenir un maximum de chances de réussir le décollage. si une roquette explose, on pourra essayer celle avec une tuyère plus grande. Si on la teste et qu'elle ne fait que siffler, on passera à celle avec une tuyère plus petite. Comme ça, on pourra faire autant de tests que nécessaire pour prouver que ça peut marcher. Mais Adam et Jamie ne se contentent pas de fabriquer des moteurs. Ce nouveau modèle nécessite une nouvelle rampe, un nouveau système de mise à feu et un nouveau lanceur. Et après 4 heures éreintantes, Tu crois qu'on est prêt à y aller? On est prêt. pour mettre à l'épreuve ces saucissons, les Mythbusters se rendent à nouveau au milieu de nulle part. Lors d'un épisode précédent, Adam et Jamie s'étaient demandé si l'eau arrêtait les balles. Mais qu'en est-il si l'arme est immergée? Tori, Carrie et Grant ont découvert que les pistolets fonctionnent sous l'eau. Mais ils ne sauront à quel point ces tirs sont mortels que lorsqu'ils auront disséqué le bloc à la fin des tests pour trouver les balles manquantes. Pour l'instant, passons à l'artillerie lourde. Je lave mes armes. Quand Adam et Jamie ont tiré avec un fusil de chasse dans l'eau, ils ont vu que c'était mortel à une distance de 3 mètres. C'est clairement un tir mortel. Ils vont tester le fusil sous l'eau. C'est bon. Fusil de chasse sous l'eau à 3 mètres. 3, 2, 1... Comme les pistolets, le fusil de chasse a fait feu. Mais il y a une différence. Regardez ça, il est fendu sur toute la longueur. Le fusil s'est rompu en 2. Vous pensez qu'il y avait de l'air quelque part ou que c'est simplement une mauvaise idée de tirer avec un fusil de chasse sous l'eau? C'est une mauvaise idée de tirer avec un fusil de chasse sous l'eau. Je doute qu'il y ait eu de l'air. Quel dommage. La chasse sous-marine au fusil de chasse? C'est bidon. C'est stupide. Le fusil de chasse ayant lamentablement échoué, il ne reste qu'un fusil. Maintenant, on va tester le Garand M1. Ce fusil a une vitesse de sortie de 820 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'une balle part 3 fois plus vite que dans n'importe quelle autre arme testée aujourd'hui. Au cours des premiers tests, la balle du M1 s'est presque immédiatement désintégrée en percutant l'eau. Le résultat sera-t-il identique quand le fusil lui-même se trouvera sous l'eau? Garand M1, 3, 2, 1... C'était pas mal. Le fusil est intact. Mais est-ce le cas de la balle? Voilà la balle. Elle est arrivée là? Oui, Ça fait combien? Environ 1,80 m? oui. À ton avis? Environ 1,80 m. À moins d'être à bout portant, ce n'est pas mortel. Elle est tombée à 1,80 m. Elle n'est même pas allée jusqu'au bloc. Cette fois-ci, la balle est restée entière, mais l'eau est quand même parvenue à la stopper. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Si quelqu'un me tirait dessus sous l'eau avec un de ses fusils, je serais terrifiée en voyant cette explosion. C'est certainement effrayant, mais à quelques mètres de distance, l'eau empêchera la balle du Garand M1 de vous blesser mortellement. En est-il de même pour les pistolets?
On est de retour à l'atelier avec le bloc de matériaux balistiques. On doit le disséquer parce qu'on n'a trouvé ni balle ni trou. On veut vérifier s'il n'y en a pas une qui se serait logée à l'intérieur sans qu'on la voie. Vous avez trouvé quelque chose? Non, il n'y a aucun trou, rien du tout. On va enlever le coffret et découper le bloc. En fine tranche. C'est parti. L'équipe débite minutieusement le bloc, couche par couche, pour retrouver les balles manquantes. Mais il semblerait que les balles de pistolet n'aient même pas pénétré la cible. Il n'y a rien dans celle-là. Aucune marque. Jusqu'à ce que... Attendez, j'ai senti quelque chose. La voilà. C'est la balle du 9 mm. Le 9 mm. Elle est à 5 cm de l'arrière. Elle a parcouru 10 cm. C'est une blessure mortelle. Continuons, il nous manque encore celle du 357. Le 357 Magnum est plus puissant que le 9 mm. Il creuse donc plus profondément. Voilà l'autre balle. Elle est allée en profondeur? Elle a presque traversé tout le bloc. Elle a quasiment traversé. Ça fait combien? 14 cm? 14,5 cm? Ouais. En conclusion, à environ 60 cm, le Magnum, tout comme le 9 mm, vous enverront sombrer dans les profondeurs de l'océan. Alors, les balles tirées sous l'eau, votre verdict? Eh bien, Jamie, il est possible de tirer avec un pistolet ou un fusil sous l'eau. Mais pas un fusil de chasse. Pourquoi ça? Il explose. Mes jeunes amis, les tirs sont-ils mortels? Aucun ne l'a été à plus de 90 cm. C'est plus efficace de tirer dans l'eau que sous l'eau. Comment qualifiez-vous ce mythe? Bidon, plausible ou confirmé? Confirmé. Confirmé. On peut faire feu sous l'eau. Exact. Beau travail. Merci, Jamie. Les pistolets sont efficaces sous l'eau. Mythe confirmé. Pour le mythe de la flèche fendue, Tori, Carrie et Grant ont décoché plus de 30 flèches. Jusqu'à maintenant, la cible de fabrication traditionnelle refuse obstinément de se fendre. Tori croit savoir pourquoi. Et si on retirait l'éclat de corne pour mettre un maximum de chances de notre côté? Oui, on peut essayer. Mais les flèches traditionnelles sont décrites comme ça dans les textes historiques. Essayons de satisfaire nos téléspectateurs mécontents. De toute façon, j'en ai assez de discuter avec eux. On enlève la corne et si la flèche ne se fend toujours pas, on pourra jubiler. Comme prévu, l'encoche renforcée est tellement solide que la flèche décochée est déviée à chaque fois. Grant retire donc la corne, ce qui devrait faciliter les choses. Mais cela signifie que la flèche n'est plus conforme à celle de Robin des Bois. Le voilà le problème. Pour cette nouvelle série de tests, ils ajoutent d'autres flèches pour élargir la cible. Ce regroupement devrait les aider à mettre dans le mille. 3, 2, 1. Elle les a touchés, mais elle a été détournée. Encore une fois. La flèche reste intacte, car elle s'est faufilée entre les flèches regroupées. Loin d'être découragés, Tori, Carrie et Grant redoublent d'efforts. 3, 2, 1. Jusqu'à ce que le robot décocheur ait dératé. 2 tirs successifs ont complètement manqué les flèches cibles. Pour faire la lumière sur ce mythe, il va leur falloir un vrai tireur d'élite. Le saucisson est très apprécié. 2500 tonnes de ce mélange de viande à l'air inoffensif sont consommées chaque année. Mais peut-il faire autre chose que redonner de l'énergie à nos corps? Pourrait-il servir de carburant pour quelque chose d'extraordinaire? Les Mythbusters se trouvent au milieu de nulle part pour le découvrir. C'est l'aube, et il fait un froid de canard. On est revenu là où on avait testé la première roquette des Confédérés, mais cette fois avec une roquette propulsée par du saucisson. Grâce à notre premier test, on sait qu'il y a assez d'énergie. Espérons qu'on ait réussi à la canaliser pour propulser la roquette au lieu de la faire exploser. Alors, on commence? Oui, allons-y. Comme lors du premier test, ils vont placer la roquette à une distance de 150 mètres, s'abriter derrière du verre de sécurité et espérer que cela fonctionne. Mais cette fois-ci, ils possèdent une arme secrète. Le spécialiste des roquettes, Eric Gates. Eric est un habitué de l'émission. Ce sont ces roquettes qui ont permis de propulser la fameuse voiture roquette.
Et sans lui, l'équipe n'aurait jamais réussi à faire un tour complet autour d'une balançoire. Eric est déjà en train de modifier les plans de Adam et Jamie. Il souhaite remplacer la poudre noire par un carburant pour roquettes modernes au niveau du système de mise à feu. Et comme d'habitude, il ne peut résister à l'envie de justifier son choix. La poudre noire brûle en un instant, alors que le perchlorate d'ammonium se consume à chaleur constante pendant 3 ou 4 secondes, ce qui chauffe le carburant avant d'y ajouter l'oxyde d'azote. D'accord. Tu peux appuyer sur ce bouton? 3, 2, 1... Magnifique! C'est ce que je voulais. Ça fait un bon jet, même avec un tout petit morceau comme ça. Ça allumera le saucisson sur toute la longueur. Le carburant moderne devrait enflammer le saucisson avant que l'oxyde d'azote ne soit ajouté. Comme une lettre à la poste. Quant à l'oxyde d'azote, fini le remplissage sous vide. Adam et Jamie sont revenus aux bonnes vieilles méthodes. Il ne manque plus qu'un joli fuselage avec empennage et la roquette est installée sur la rampe de lancement. Tout le monde sait qu'on est sur le point de la faire décoller? Vas-y, tu peux commencer. Dans le désert du Mojave, les Mythbusters ont une autorisation de vol jusqu'à 15 000 mètres. À quelle hauteur ce saucisson peut-il monter? Ce qui va se passer, selon moi, il y a 20% de chances qu'elle explose sur la rampe. Environ 50% de chances qu'elle atteigne entre 6 et 9 mètres. Et le reste correspond à ses chances de monter jusqu'à 600 ou 900 mètres. Notre objectif, c'est qu'elle vole. Je ne serais pas satisfait si elle ne décolle que de 3 mètres. D'un point de vue technique, elle aura effectivement volé. Mais je pense qu'elle va grimper à une centaine de mètres. Peut-être même plusieurs centaines de mètres. Bon. Roquette au saucisson, tuyère de 1,3 cm. Décollage dans 3, 2, 1... Hey! Incroyable! 6 mètres, mon pote! Je vous l'avais bien dit! Peu importe ce que les gens diront, c'était une roquette propulsée par un saucisson et elle a volé. Le reste est sans importance. Elle a effectivement volé, mais pas très haut. Les Mythbusters vont devoir redonner sa chance au saucisson. De leur côté, Tori, Carrie et Grant ont fait de leur mieux pour mettre à l'épreuve le mythe de la flèche fendue de Robin des Bois. Mais pour l'instant, sans grand résultat. Il leur reste une dernière carte à jouer. La voici, Jim Long. C'est génial. Les téléspectateurs nous ont reproché, entre autres, de ne pas avoir fait appel à un archer professionnel. C'est vrai, c'est parfait. Donc le voici. Jim Long est un archer de haut niveau. La véracité de ce mythe repose sur ses épaules. Il a retiré l'étiquette qui était au bout. C'est un bon début pour notre Robin des Bois moderne. L'équipe va voir ça de plus près. Est-ce qu'elle est fendue? Une plume a été arrachée de ce côté. Le bois est un petit peu fendu. Et ce n'est que son premier tir. Et une deuxième plume. Il est doué. La flèche tombe en lambeaux, mais ne se fend pas. Tir après tir, Jim met dans le mille. Mais même lui n'obtient au mieux que des fentes partielles. Elle la touche, mais elles sont déviées. Jusqu'au moment... C'est pas vrai. C'est dur. Regardez, Elle est fendue. regardez, sur environ 25 cm. Elle a parcouru en gros un tiers de la flèche. Il aura fallu 60 tirs en plein dans le mille pour qu'elle se fende, mais seulement sur un tiers de sa longueur. Je ne crois pas qu'on pourra faire beaucoup mieux. Regardez un peu ça. La flèche est entrée très nettement dans la cible. On voit bien qu'elle a suivi la fibre de bois jusqu'à cet endroit, où elle s'est déroutée. Il a mis en plein dans le mille. Même si on y passait la journée, on ne réussirait pas à faire mieux que ça. Comment faire mieux qu'un tir dans le mille avec des flèches en fibre de carbone? C'est bidon. C'est impossible. Pour cette deuxième chance, l'équipe a fabriqué la flèche la plus à même de se fendre.
Elle a passé la journée à la prendre pour cible, en vain. Mais si ce mythe est bidon, comment ont-ils fait dans le film? On passe à une flèche en bambou. Dans le film, pour faire croire que la flèche s'était fendue, ils ont dû utiliser quelque chose de creux qui ressemble à du bois. C'est le cas du bambou. Donc on va tester cette théorie. La magie du cinéma serait-elle venue à l'aide de ce bon vieux Robin? Voyons cela de plus près. Au ralenti, la flèche cible semble creuse et les anneaux extérieurs rappellent ceux du bambou. Le bambou provient d'Asie et Robin des Bois n'avait pas de telles flèches. Mais les Mythbusters parviendront-ils à fendre cette flèche absolument pas traditionnelle? Bien joué. Et voilà le résultat. Jim, tu es le meilleur. Enfin. Ils ont triché, mais ils ont atteint leur objectif. Une fente de bout en bout qui ressemble à s'y méprendre à celle du film. De plus, il n'aura fallu qu'un seul tir pour y arriver. On a réexaminé le mythe de la flèche fendue en suivant les directives des téléspectateurs. Nos conclusions? On a fait ce qu'ils nous ont demandé. Nos propres flèches, un arc droit traditionnel, un archer professionnel qui a mis dans le mille sans la fendre. Au stand de tir, on a vu comment le bambou s'est nettement fendu sur toute sa longueur, alors que la flèche en cèdre ne s'est fendue que de 25 cm. Pour moi, dans le film, c'était du bambou. Et comme on le sait bien, tout est possible dans les films. C'est vrai. C'est bidon? Toujours bidon. 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 Le mythe de la flèche fendue est à nouveau parti en morceaux. Mythe, bidon. Pour gagner en altitude, Adam et Jamie installent une nouvelle tuyère qui devrait mieux canaliser la poussée. Mais ce n'est pas le seul changement. Tu sais, la principale critique concernant notre première tentative, c'était qu'on n'avait pas assez d'angle de vue avec les caméras. On n'a pas filmé le vol de la roquette et on n'a pas installé de caméra à bord. Il ne faut pas oublier que c'était une roquette expérimentale. On ne savait pas qu'elle allait réellement décoller. Je croyais qu'elle allait exploser. Donc pour les téléspectateurs en manque d'images fortes, en voici, filmé par Eric Gates. Eric Gates, caméraman et spécialiste des roquettes. Par chance pour les Mythbusters, Eric a apporté sa roquette caméra avec lui. Mais la roquette au saucisson ira-t-elle aussi haut? C'est une vraie roquette artisanale. Test numéro 2, avec une caméra à bord. Elle a tous les gadgets à la mode. Mais serviront-ils à quelque chose? 3, 2, 1... Elle n'est même pas allée aussi haut que l'autre. Mais elle a décollé! Génial! Pendant la mise à feu, la tuyère a explosé, donc il n'y avait plus rien pour focaliser la poussée générée par le saucisson. Et la caméra a explosé, elle aussi. À part ça, tout s'est déroulé à merveille. En fait, je ne suis pas tellement surpris que le saucisson soit un carburant pour roquette vraiment efficace. Bon, notre roquette n'est pas totalement au point, on doit l'améliorer un peu, mais ce qui est bien, avec ces roquettes hybrides, c'est qu'elles peuvent brûler n'importe quel hydrocarbure de façon assez intense pour qu'ils servent de carburant. Alors, qui sait? On aurait pu aller sur la Lune propulsé par des saucissons. Oh, il ne reste que 385 000 km à parcourir. La roquette au saucisson, c'est bidon, plausible ou confirmé? Elle a quand même volé. On l'a fait décoller, c'est confirmé. Le saucisson, c'est pas mal comme carburant, mais je préfère quand même la paraffine. D'accord. Je la rapporte chez moi. Il est un peu fatigué. En conclusion, la roquette au saucisson a pris son envol. Enfin, si on veut. Mythe confirmé.